Bonjour tout le monde, bonjour aussi à ceux qui regardent en bas. J'ai vu qu'il y avait des super écrans pour augmenter la taille des salles, c'est super. Donc aujourd'hui, on va parler de protection de la vie privée. Je suis très content que vous soyez aussi nombreux dans un événement Google à être soucieux de ce sujet-là, c'est super. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, c'est cool, je suis content. Moi c'est Erwan, je suis nantais, je suis développeur, je suis lead développeur dans une société qui s'appelle Le Phare, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a des développeurs PHP dans la salle? Ouais, quand même, levez les mains, il ne faut pas avoir trop peur. Hein, ok, il y en a quelques-uns, super. Donc voilà, je suis lead développeur PHP au Phare, je fais un peu d'architecture aussi, et c'est ma deuxième conférence dans un événement un peu national comme ça, donc un peu lâche-touille. Voilà. Je travaille chez Le Phare. Le Phare, c'est une agence. On est à Nantes, une agence de 30 personnes bientôt, un petit peu moins. On fait du PHP Symfony sur mesure avec des clients divers et variés, mais beaucoup de PME, PMI, ce genre de choses. Voilà. On est 15 développeurs. Et la société existe depuis 2000, donc ça fait de nous des dinosaures de l'Internet, hein, puisque ça fait déjà 17 ans qu'on fait des sites web. Donc voilà pour la partie corpo. Maintenant, on va parler de choses plus sérieuses. Du coup, cette conférence, c'est un peu l'histoire d'un mec, normal, développeur PHP. Il y a des histoires qui sont plus drôles avec des développeurs JavaScript, mais là, c'est pas le cas. Donc développeur PHP, et donc c'est moi, c'est mon histoire. Moi je suis un geek un peu parano de la vie privée, je suis très attaché à la protection de ma vie privée, donc personnellement moi je suis blindé de trucs pour ça. J'ai des adblockers dans tous les sens, un password manager, j'ai un Android où il n'y a plus d'appli Google du tout, j'ai plus de Play Service, rien. J'ai chez moi un DNS avec un proxy, un réseau Tor, machin. Bon, bref, ma vie privée, moi, elle est super calée. J'ai pas de problème. Par contre, il y a un jour, j'étais en voiture avec ma femme et je discutais un peu boulot. J'étais en train de travailler sur un projet e-commerce, un projet B2B. Et à un moment, je ne sais plus pourquoi, je lui explique que je dois installer du tracking analytics. Google Analytics. Et en fait, voilà, j'installe ça depuis que je travaille, quoi. Ça fait 10 ans que j'installe des Google Analytics, j'ai jamais vraiment réfléchi pourquoi je l'installais. Mais voilà, elle m'a vraiment posé la question, mais t'installes Google Analytics, t'installes des trucs qui traquent les gens, alors qu'à la maison, tu m'emmerdes avec tes machins, proxy, trucs, Tor. Bon. Voilà. Donc effectivement, ça m'a un peu frappé. Et je me suis posé la question, on était en voiture, et j'ai commencé à réfléchir, on a bavardé. Je suis sorti mon ordi et j'ai commencé à écrire un article de blog. C'était au mois de mai. Voilà, j'avais besoin d'écrire pour vraiment faire cette espèce de prise de conscience là. Pourquoi est-ce que je continue de faire ça? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est parce que je suis obligé? Est-ce que j'ai le choix en fait? Est-ce que je peux faire autrement? Donc j'ai écrit ce petit article. J'ai eu quelques commentaires sympas, des gens qui me disent « Ouais, t'as raison, moi j'ai supprimé du coup tous mes analytics suite à ton blog. C'est un sujet super intéressant. » Et il y a quelqu'un sur Twitter qui est venu me voir en me disant « Ouais, c'est super ton article, viens donc le présenter en conférence. » Ok, donc voilà, je suis là. Donc ça c'était pour l'intro, voilà le contexte. Donc maintenant on commence vraiment sérieusement la conférence. Donc la vie privée, ce qui est important déjà, c'est de se demander à quoi ça sert, ce que c'est. Et en fait, la vie privée, c'est tout simplement votre intimité. C'est toutes les activités qu'une personne peut faire dans le cadre de son intimité. Et donc, Internet, aujourd'hui, ne respecte plus du tout votre intimité. La plupart des sites qu'on consulte ne respectent pas votre intimité. Internet connaît votre identité, votre nom de famille, votre carte bancaire, vos habitudes d'achat, ce que vous écoutez. Enfin bon, voilà, Internet, c'est tout. Internet, c'est le mélange de tous les sites que vous utilisez, que vous fréquentez, toutes les applications que vous utilisez. La conférence, elle est très axée web, du coup, je ne sais pas s'il y a des développeurs mobiles, mais bon, voilà, la conférence est plutôt axée web, parce que je suis développeur web, tout simplement.
Donc la vie privée, c'est ça. C'est vraiment les activités qu'une personne, qu'une personne fait dans son intimité. Et ça, ces activités-là, en fait, c'est un droit fondamental qui sont protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, rien que ça. Tu mets un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans une conf, ça claque, quoi. Donc c'est un droit fondamental. En fait, on n'a même pas besoin de réfléchir sur est-ce que c'est bien, est-ce qu'on en a besoin ou quoi. C'est le cas. Voilà, c'est important. Et si vous voulez, les défenseurs de la vie privée, comme moi par exemple, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais je ne suis pas le seul, eh bien, on pense que la protection de la vie privée, la défense de la vie privée, en tout cas sur Internet, ou même d'une manière générale dans le numérique, eh bien, c'est un moyen de lutter contre l'apparition d'une société de contrôle. La société de contrôle, bon, je ne sais pas si vous avez tous lu Orwell, 1984, tout le monde a une petite idée à quoi ressemble une société de contrôle. Et moi, j'ai très peur que ça arrive, et avec ce qu'on voit sur Internet, ça pourrait arriver. Souvent, quand on commence à parler de vie privée, on commence à se dire « Ouais, mais moi, la vie privée, en fait, j'ai rien à cacher. » C'est pas vrai, parce que à partir du moment où on définit la vie privée comme quelque chose d'intime, où c'est tout ce que vous faites dans votre intimité, en fait, c'est juste une question de curseur. Il y a peut-être des choses où vous pensez n'avoir rien à cacher quand vous publiez plein de trucs sur Facebook. Maintenant, il y a forcément un curseur, il y a forcément un moment où vous faites quelque chose que vous ne voulez pas que les autres sachent. Donc c'est impossible de dire que j'ai rien à cacher, donc c'est pas grave. Et Edward Snowden l'a assez bien dit dans une interview, il disait tout simplement ça, que c'est que tous ceux qui prétendent que le droit à la vie privée c'est pas important, eh bien c'est juste la même chose que de dire que la liberté d'expression c'est pas important parce que vous avez rien à dire. Tout le monde n'utilise pas sa liberté d'expression, mais il y a des gens qui l'utilisent et c'est bien et c'est nécessaire qu'ils le fassent. Et bien pour la vie privée c'est pareil. Ouais, je vais boire plus que ce que j'avais prévu. L'autre chose avec cette histoire de rien à cacher, c'est qu'il y a pas mal de sociologues et de philosophes qui ont travaillé sur cette question qui disent qu'une personne qui est observée n'agit pas de la même manière qu'une personne qui n'est pas observée, qui est seule chez elle. Là, on est tous en société, on est tous observés, moi plus que vous, mais on est tous observés et on n'agit pas là en ce moment, on n'agit pas comme on est à la maison. Et on n'agit pas non plus à la maison en famille comme on agit à la maison tout seul. Peut-être que quand vous êtes tout seul chez vous, vous vous baladez en caleçon et tout, mais quand vous êtes en famille, c'est pas le cas, normalement. Donc maintenant qu'on a défini un peu la vie privée, j'espère que vous avez compris que c'était super important. Hein, la vie privée, si on le résume, en fait, la vie privée, ça permet la liberté de conscience, ça permet la liberté d'expression. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas en démocratie, tout simplement. Quand on le dit comme ça pose le truc sérieux, quoi. Donc c'est quoi le problème avec cette vie privée? C'est chiant, ça. C'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de 10% des gens sur Internet qui estiment avoir le contrôle sur l'utilisation de leurs données personnelles. Ça vient d'une étude qui a été faite par KPMG. Et en fait, quand j'ai lu ça, moi, ça me dit « Waouh, c'est si peu que ça !» Parce que autant moi, j'estime avoir le contrôle de mes données personnelles, mais je ne pensais pas qu'on était si peu nombreux à avoir le contrôle de nos données, ou en tout cas estimer avoir le contrôle de nos données. Donc ça, c'est pour les internautes. Je me suis aussi intéressé à demander aux développeurs cette question, avez-vous eu à développer quelque chose que vous pensiez être illégal ou non éthique? Ça sort un peu du cadre, ça élargit le cadre de la vie privée, mais cette question, elle est assez intéressante, enfin, surtout les résultats sont assez intéressants. En fait, il y a la moitié des gens qui répondent oui. C'est la moitié des développeurs, ça me fait un peu peur. Ça veut dire que sur 140 personnes, il y en a quasiment 70 qui ont fait quelque chose, ou en tout cas on leur a demandé de faire quelque chose contre leurs valeurs. Et ça, c'est un peu dommage. Et si vous voulez participer à mon sondage, eh bien, c'est le petit moment pause où vous pouvez tous sortir vos téléphones, et moi je bois de l'eau. J'aimerais bien arriver à avoir, je sais pas, 200 ou 300 personnes pour avoir un échantillon assez représentatif. Mais les chiffres sont assez stables.
depuis 30 votants. Depuis à peu près que 30 personnes ont voté, on est à 50% de gens qui disent qu'ils ont fait quelque chose, ou qui on leur a demandé de faire quelque chose qui n'était pas tellement dans leur valeur. Alors quand c'est illégal, ça pose problème, hein. Il y avait 13% des gens qui ont dit avoir fait quelque chose d'illégal, mais c'est surtout le non éthique, moi, qui m'intéresse, et on était à quasiment 40%, c'est assez conséquent. Pardon ? Il y a des fois, on ne le sait pas, oui. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, il y a même l'inverse. C'est que vous savez qu'il y a quelque chose à faire qui serait éthique, mais on vous interdit de le faire. Ça, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est un peu l'état d'Internet aujourd'hui. D'un côté, les internautes, d'un côté, les développeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a dit ça, quand on est développeur? Parce que c'est ça qui m'intéresse, parce que quand on est un individu, surtout dans la technique un peu comme nous, eh bien, on peut s'armer pour se défendre, mais quand on est développeur et qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on est un peu engagé ou qu'on a envie d'avoir des alternatives tout simplement, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut utiliser nos super pouvoirs. On est dans une conférence où on est tous des super-héros, et quand on est un super-héros, eh bien, on a beaucoup de pouvoir et donc on a beaucoup de responsabilités. Donc allons-y. Eh bien, déjà, on peut commencer par utiliser des outils respectueux de la vie privée. Il y en a plein. Il faut juste savoir qu'ils existent, ou en tout cas, il faut essayer de les chercher. J'ai passé pas mal de temps à trouver certains des outils qui étaient là. Donc ça, c'est des exemples d'outils pour le web. J'imagine que pour le développement mobile ou pour d'autres types de développement, il existe également des alternatives. Ce qui est assez important, à mon sens, c'est que ces alternatives soient open source pour pouvoir vérifier qu'ils ne racontent pas n'importe quoi et que réellement, ils tiennent à cœur la protection de la vie privée. Alors, dans l'exemple que je donne là, on a Piwik, qui est un remplaçant de Google Analytics. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Piwik. Ah, pas tant que ça, mais quand même un petit peu. Eh bien, Piwik est un outil Analytics avec exactement de la même manière que Google Analytics. On l'installe avec un bout de script JS. Sauf qu'il a une configuration qui permet d'anonymiser entièrement les données personnelles. Donc vous ne communiquerez pas l'IP de la personne qui vient sur votre site, vous ne communiquerez pas, en fait, vous ne communiquerez rien de ce que la personne est. Par contre, vous aurez vos informations analytiques, parce qu'en fait, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de savoir qui exactement a fait ce chemin de conversion. Vous avez besoin de savoir combien de gens l'ont fait, mais vous n'avez pas besoin de savoir qui exactement. Donc ça, Piwik, c'est un outil assez intéressant pour la partie analytics. Sharing Button, c'est un remplaçant de Adsys, si on veut. Dès que vous voulez mettre des widgets sociaux pour partager des pages, Twitter, Facebook et compagnie, vous pouvez utiliser ça. Il le fait vraiment bien, juste avec du HTML, il n'y a pas de JavaScript, avec des icônes en SVG. En plus, vous aurez un gain de performance assez conséquent sur votre site, parce qu'Adsys c'est quand même un peu boulimique en JS. Et Leaflet et Mapbox sont deux alternatives à Google Maps pour faire de la cartographie. Alors Mapbox carrément permet de créer sa propre carte. Leaflet permet d'intégrer, c'est un outil JS pour intégrer de la cartographie avec les données de ce qu'on veut. D'ailleurs, on peut utiliser les données de Google Maps, mais par défaut, il utilise celle d'OpenStreetMap, qui est, à mon sens, plus intéressant. Donc, utiliser des outils respectueux, c'est un premier pas. Et ça, je pense que c'est au moins une responsabilité qu'on a de proposer et de dire non, attends, tu m'as demandé d'installer un Google Analytics, mais est-ce que tu as envisagé, est-ce que tu sais qu'il y a une alternative? Après, si votre client, vos référenceurs insiste, c'est un autre débat, on verra ensuite, mais au moins présenter l'alternative, ça c'est important. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est essayer de faire une collecte raisonnée des données. Trop souvent sur les sites que je fais, ou qu'on me demande de faire, sur les maquettes, je vois des formulaires de création de compte qui sont longs comme ça, on vous demande tout d'un coup, date de naissance, adresse, téléphone. En fait, quand je crée un compte, je n'ai pas envie de donner tout ça. Je veux juste... si vous regardez comment est fait le formulaire de création de compte d'Amazon, il y a 3 champs, nom, email, password, et puis roulez, quoi. Donc faites attention au nombre de champs
et donc au nombre de données que vous demandez à vos utilisateurs, et surtout les données qui sont obligatoires. Parce qu'en fait, vous risquez juste que les gens rentrent n'importe quoi. Moi, sur ce genre de site, je rentre un numéro bidon, je rentre une adresse bidon, je rentre une date de naissance bidon. Ça marche, mais vous avez juste de la donnée pourrie, quoi. L'autre chose qu'on peut faire, c'est tout simplement de réduire le nombre d'outils de tracking. Ça, c'est un bien joli mot, hein, mais moi, j'ai déjà eu le cas sur des sites où on ne s'embête pas à enlever les anciens outils qui ont été remplacés par d'autres. Donc on termine dans une page avec 15 outils de tracking, alors qu'en fait, il n'y en a plus que 5 qui sont consultés par le client pour vérifier son business et tout. Donc ça, faites attention aux outils de tracking que vous utilisez sur Internet. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en tant que développeur individuel, engagé, ou pas forcément, mais en tout cas, ce qui est un peu soucieux de ce sujet-là. On peut le faire, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire? C'est quoi la réponse? Bon, la réponse, c'est qu'on est obligé. Ou en tout cas, on va être obligé. GDPR is coming. Qui a entendu parler de GDPR? Ouais, c'est bien. Super. Je vais faire une petite répétition de la GDPR. GDPR, pour ceux qui, du coup, n'en ont jamais entendu parler, c'est une nouvelle régulation européenne qui a été votée en 2016 et qui va rentrer en vigueur en 2018. C'est une régulation qui, du coup, ne demande pas de traduction en loi nationale, donc elle va être appliquée directement à partir du mois de mai 2018. Si vous n'êtes pas compliant avec la GDPR, vous risquez des sanctions assez lourdes, mais on va y revenir. La GDPR, ce qu'elle fait, c'est qu'elle encadre les données personnelles et leur collecte et leur traitement. Ils ont qualifié une liste assez exhaustive de qu'est-ce qu'est une donnée personnelle. Bon, nom, prénom, adresse, téléphone, évidemment, email, tout ça, c'est une donnée personnelle. Ce qui est plus surprenant, c'est que l'adresse IP a été qualifiée de données personnelles. Donc en fait, dès que vous installez quelque chose qui va faire une requête à l'extérieur, eh bien vous donnez l'IP de votre internaute. Donc déjà là, vous êtes plus compliant avec la GDPR. Elle concerne également toute entreprise, en tout cas tout site ou toute entreprise qui traite de données d'individus européens. Donc même si vous êtes une start-up californienne, même si vous êtes une grosse boîte californienne, eh bien à partir du moment où vous avez des utilisateurs européens, vous êtes concerné pour ces utilisateurs-là, en tout cas par le GDPR. À mon sens, le plus gros point de la GDPR, c'est le consentement obligatoire. C'est pas un consentement de type bandeau cookie, hein, parce que le consentement bandeau cookie, on sait ce que ça vaut. Le consentement, là, il est vraiment obligatoire, et ce qui est décrit dans la régulation, c'est que le consentement doit être une action positive et optionnelle, c'est-à-dire qu'il doit avoir le droit de ne pas consentir. Tous les sites que vous avez vus, les sites de news, l'année dernière, je crois, il y a eu un espèce de gros... d'actions groupées par les médias qui ont tout simplement dit si vous ne désactivez pas vos adblocks, vous n'avez pas le droit d'accéder à mon site, vous n'avez pas le droit de consulter mes articles. Ça devient interdit. Parce que vous n'avez pas le droit non plus d'obtenir le consentement sous la menace de ne pas fournir le service que votre site propose. Donc ça, c'est un point qui est pour moi très intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand vous installez un outil de tracking ou quoi que ce soit, eh bien, ou même sur votre formulaire que vous demandez des données de vos internautes, eh bien, vous ne demandez pas leur consentement. En fait, vous allez juste collecter des données, vous allez vous en servir. En fait, ils savent même pas pourquoi leurs données vont être utilisées. Ça, c'est un autre point de la GDPR, c'est que non seulement il faut un consentement pour utiliser les données des internautes, mais en plus, il faut préciser, il faudra leur dire à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que tu as besoin de mon numéro de téléphone? Pourquoi est-ce que tu veux ma date de naissance? La plupart du temps, quand vous demandez une date de naissance, c'est pour pouvoir envoyer un joli email avec un code promo le jour de la date d'anniversaire. Demandez juste la date d'anniversaire, en fait. Du coup, il n'y a pas besoin de l'année. Donc, pourquoi les données sont collectées?
à quoi elles vont servir et combien de temps vous allez les garder. Ça, c'est un autre point de la GDPR. Vous êtes obligé de donner une durée de rétention. Vous n'avez plus le droit de dire « je les garde jusqu'à ce que jusqu'à ce que je pense à les supprimer ». Et cette durée de conservation, c'est à vous de la définir. Elle doit être légitime par rapport à votre site, par rapport à votre business. Grosso modo, si vous faites du e-commerce, eh bien, vous allez devoir dire « bon, je garde les informations clients 3 ans après la date de la dernière commande ». Ça, c'est quelque chose de légitime. Par contre, si vous dites 20 ans, non, c'est pas légitime. Par contre, si vous faites une application, j'ai appris ça en bossant un peu sur la GDPR, si vous faites une application de gestion j'allais dire cadastre, mais c'est pas cadastre, c'est cimetière. Il y a d'autres choses qui commencent par cada, mais c'est moins sympa. Donc si vous faites une application de gestion de cimetière, eh bien, les données personnelles, vous êtes légalement obligé de les garder 90 ans. C'est comme ça que fonctionnent les concessions, apparemment. Donc c'est ça, c'est vraiment ces obligations-là. Là, c'est un petit exemple à quoi va ressembler Internet à partir de mai 2018, ou à quoi devrait ressembler Internet au mois de mai 2018. Vous allez avoir des pop-up comme ça partout. C'est un exemple de consentement que le site vous demande. Donc ça, là, c'est en anglais, mais en gros, on a à quoi va servir les données. Qu'est-ce que vous collectez? Donc là, c'est les habitudes de navigation. À qui vous allez les transmettre? Donc ça, c'est votre site, plus les partenaires analytics. Et donc à quoi ça sert? Eh bien, pour mieux comprendre lesquelles offres peuvent vous intéresser. Ces données vont être supprimées après 6 mois, et vous pouvez vous pouvez revenir sur votre décision. Le consentement, en plus d'être obligatoire, il doit pouvoir être changé à tout moment. Donc, dans tous les parties mon compte, machin, il faudra avoir une petite case. Je ne veux plus, là, maintenant. J'ai accepté il y a un moment, mais là, je ne veux plus. Et vous avez ce petit bouton qui permet de dire non, je ne veux pas. Donc, c'est vraiment pas un bandeau cookie où oui, et puis si je veux pas, quand tu m'installes un cookie, en fait, tu m'as souvent déjà installé un cookie avant de m'avoir demandé, d'ailleurs, mais si tu veux pas, eh bien, je viens pas sur mon site. Grosso modo, c'est un peu ça. On prend les utilisateurs en otage avec ce bandeau cookie, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un exemple de consentement. En gros, pour la partie collecte de données, la GDPR, elle essaye de mener à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est de la publicité avec des données conventionnelles qui sont basées sur les données personnelles. Et on va arriver à quelque chose où la plupart des sites, entre 80 et 97%, ça c'est des études qui ont été faites sur combien de gens, par rapport à la slide d'avant, combien de gens, d'après vous, vont dire oui ou vont dire non? Est-ce que vous cliqueriez sur oui? Ça dépend, ouais, forcément. En fait, les études montrent que 80% des gens vont dire non. D'où les 80% qui sont là, où vous allez avoir des publicités, ou en tout cas du tracking, qui va être basé sur des données non personnelles, et donc quelque chose de plus éthique. Et vous aurez un espèce de market un peu premium, où là, les utilisateurs vont dire oui, je veux bien que partager avec toi qui je suis, ce que je fais, parce que ce que tu m'as dit que tu allais en faire, ça me convient. Typiquement, sur Spotify, ça va être le cas. Sur Facebook, ça devrait être aussi comme ça. Spotify, vous allez accepter de partager avec Spotify votre historique d'écoute, parce que vous voulez écouter de la musique. Ça, ils n'avaient pas le choix. Mais la GDPR, c'est aussi, donc, ça c'était pour moi le plus gros point, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La GDPR impose de tenir un registre de tous les traitements qui seront faits au sein d'une entreprise, donc c'est pas sur un site, mais au sein d'une entreprise, tous les traitements, toutes les collectes, ce que vous faites sur les données, le moindre export, tout ça, il faudra le tenir dans un registre. La GDPR impose deux concepts qui s'appellent Privacy by Design et Privacy by Default. Ces deux concepts-là veulent juste dire envisager la problématique de vie privée au moment de la conception, donc bien avant que le site existe, et surtout, peu importe ce que l'utilisateur dit, par défaut, il ne doit pas, vous ne devez pas collecter de données personnelles. Puisque le consentement est obligatoire, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces données. Le droit à l'oubli a été renforcé.
Le droit à l'oubli existait déjà aujourd'hui, mais là, il est vraiment renforcé sur la capacité d'un internaute à demander à ce qu'on efface entièrement ses données. La GDPR encadre également la notion d'anonymisation et de pseudonymisation. Il y a ces deux concepts différents qui ont été un peu décrits. Donc vous pouvez, plutôt que d'effacer les données, anonymiser les données. Mais anonymiser les données, ça suppose que vous ne pouvez pas même avec des données annexes, retrouver les données d'origine. Donc ça, c'est le droit à l'oubli renforcé. Il y a un droit à la portabilité des données. Ça va être vraiment crucial pour tout ce qui est application SaaS, ce genre de choses. À partir du moment où vous vous souscrivez à un service, eh bien vous devez pouvoir changer de service facilement. Donc le droit à la portabilité encadre ça. En gros, votre service doit fournir un moyen d'exporter toutes les données personnelles qui ont été collectées sur un utilisateur. Et cet export doit être dans un format machine standard. Standard au sens largement utilisé. Donc on ne vous impose pas une structure, mais grosso modo, si vous pétez n'importe quel truc JSON, ça va rouler, ou XML, ou machin. Si vous sortez un format texte bizarrement gaulé, ça ne marche pas. L'obligation de déclaration de faille, si jamais vous avez un vol de données ou une corruption de données, vous avez 72 heures, en tout cas votre client ou celui qui est responsable des traitements a 72 heures pour déclarer au régulateur. Donc le régulateur en France, ça sera la CNIL. Il aura 72 heures pour déclarer qu'il y a eu une faille. Et vous êtes également obligé d'avertir les utilisateurs qui ont été concernés par cette faille. Vous devez nominer un DPO. Alors ça dépend des tailles d'entreprise, tout ça, mais c'est celui qui va être en charge d'appliquer le GDPR dans votre entreprise ou dans l'entreprise de vos clients. Pour les sanctions, si jamais vous ne faites pas tout ça, eh bien l'entreprise risque jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial global, ou 20 millions d'euros, lequel est le plus haut. Donc typiquement, si Google n'applique pas la GDPR, eh bien la CNIL pourra sanctionner Google en disant, Google ou Facebook, enfin toutes les GAFA, quoi, pourra les sanctionner en disant, bah voilà, amende de 4% du chiffre d'affaires. Et je pense que même Google ne pourra pas se priver de 4% de chiffre d'affaires. Donc c'est des sanctions qui sont assez lourdes. Et la CNIL est méga prête. Hein. Ça rentre en vigueur, je crois, le 28 mai. Et ils ont déjà annoncé que dès le mois de juin, ils allaient balancer des sanctions si c'est pas appliqué. Ah ouais, c'est... Ouais, ça... C'est pour ça que la loi a été votée en 2016 et qu'en fait ils ont donné 2 ans pour que les entreprises s'y fassent. Si vous regardez le trending topics Google sur GDPR, en gros ça s'est réveillé il y a 2 mois. Les gens commencent un peu à flipper là. Moi ce qui m'inquiète un peu avec cette idée de GDPR, c'est qu'aujourd'hui la plupart des gens qui en parlent, ce sont des avocats, des juristes. Et moi j'aimerais que ce soit des développeurs, des techniques qui commencent à s'emparer du sujet pour donner des vraies solutions concrètes. Parce que grosso modo, à part dire ce que je viens de dire, bon maintenant on fait quoi? Comment est-ce que je développe dans mon appli des trucs pour que ça soit GDPR compliant? Est-ce qu'on peut développer des outils qui vont être GDPR compliant? Toutes ces choses-là, il n'y a que nous qui pouvons s'en emparer. Nous en emparer. Donc ça, c'est, voilà, on est obligé de faire tout ce que grosso modo j'ai dit avant, on est des développeurs individuels, on est engagés, on est super intéressé par la vie privée des gens, donc on fait tout ça. Si je reviens au sondage qu'on a fait tout à l'heure sur l'éthique des développeurs, on a vu 40% des développeurs ont fait quelque chose de non éthique, ont fait quelque chose, on leur a demandé de faire, hein, parce qu'ils ont le droit de refuser. S'ils ont refusé, moi ça me va aussi, mais en tout cas on leur a demandé de faire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de refuser, en fait. Si vous refusez à votre employeur de faire quelque chose qui ne vous semble pas éthique, il peut vous licencier pour ça. Illégal, c'est différent, on est d'accord, mais en tout cas, pour quelque chose de non éthique, il y a déjà eu des licenciements pour ça. Donc, pour moi, le « et après », c'est comment est-ce qu'on s'organise tous ensemble. Comment est-ce qu'on fait le « un pour tous, tous pour un » des développeurs en disant « Ok, moi, je veux une communauté, je veux une asso, je veux... un code de déontologie, un ordre des développeurs, on aurait tous des toges et des chapeaux, ça serait merveilleux.
Voilà, c'est les questions que je me pose. Il n'y a pas, j'ai pas de réponse toute faite. Alors l'ordre des développeurs, c'est illégal, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Les ordres professionnels sont interdits depuis 1793. C'est pas tout jeune. Le code de déontologie, on pourrait essayer. Il y en a qui ont proposé des ébauches de trucs, c'est assez complexe à mettre en place. Et surtout, ça supposerait... Les codes de déontologie qui existent aujourd'hui chez les avocats, les médecins, imposent ce code aux praticiens. Et il y a toute une complexité administrative pour faire en sorte qu'on s'assure que les gens respectent le code de déontologie. Ça me paraît très intéressant à mettre en place, je ne suis pas sûr que ça fonctionne réellement. L'idée la plus séduisante que j'ai trouvée, c'est peut-être l'idée d'un label. Là, j'ai mis entreprise, mais ça pourrait être un label de développeurs, un label d'école, un label d'entreprise, ou même tout à la fois. Et on pourrait être des développeurs bio. Des développeurs bio qui sont super attachés à la vie privée et à l'éthique du web qu'on est en train de construire. Voilà, ça c'est quelque chose qui, je trouve, peut fonctionner. Au bout d'un moment, peut-être qu'on aurait des entreprises qui seraient bio aussi et qui recruteraient que des développeurs bio. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. J'ai eu des contacts avec des entreprises, des gens qui sont attachés à ce truc-là et des entreprises assez visibles qui seraient partantes pour jouer le jeu. Faut trouver, voilà, faut le mettre en place, faut travailler là-dessus. Je vais finir la conférence, elle est bientôt terminée. Je termine par quelques citations. Robert Martin, un mec hyper balèze dans les développeurs. Le mec, il a inventé les principes solides. Il a participé à la création du manifeste agile. Pas n'importe quel développeur. Il a écrit un article de blog en 2014 en commençant comme ça. Nous, les développeurs, on gère le monde. En fait, parce que le monde aujourd'hui n'est géré que par des logiciels. Et puisqu'on écrit des logiciels, eh bien, en fait, c'est nous qui décidons comment le monde tourne. Laurence Lessig dit presque la même chose en disant que le code, c'est la loi. Aujourd'hui, certes, c'est de plus en plus vrai. Il y a des algorithmes qui tournent dans nos gouvernements et qui implémentent la loi. Et des fois, la loi est sujette à interprétation. Eh bien, ces algorithmes, eux, n'ont pas le droit de faire d'interprétation. Il y a forcément une interprétation valide. Il y a eu un sujet à propos de l'algorithme du calcul de l'impôt sur le revenu il y a 1 an ou 2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Quelqu'un, un développeur d'un projet open source, a demandé au Trésor public, je crois, ou je ne sais pas à quel ministère, le code source de calcul de l'impôt sur le revenu. Ça a pris un temps, ça a pris 2 ans avant qu'il le libère. La CNIL, je crois que c'était la CNIL ou la CADA a sanctionné, a mis un accord en disant oui, c'est normal. En fait, on commence à arriver à quelque chose où tous les logiciels ou tous les algorithmes qui sont créés, utilisés dans les gouvernements vont être libérés, je pense, petit à petit. Aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a ce fameux algorithme de calcul d'impôt sur le revenu. Ce calcul est très complexe, fait appel à plein de variables, et dans la loi, il y avait des choses pas claires qui étaient du coup sujettes à interprétation. Et cet utilisateur-là qui a développé, ce développeur-là qui a développé un outil de simulation de calcul sur cet impôt-là, eh bien, il était embêté parce qu'il n'arrivait pas à déterminer précisément ce calcul d'impôt. Et donc il a demandé comment vous faites, vous, pour le calculer. Et donc il a obtenu le truc. Bon, c'est impossible à lire, ça utilise un langage que personne ne connaît, et, voilà. Et il n'est pas documenté, évidemment. Tout à fait. Et je pense qu'on va, et surtout parce que ça a posé gros problèmes pendant cette rentrée-là. Donc là, la mission post-bac, il y a tellement d'algorithmes. Ma femme, elle est enseignante. L'algorithme de calcul des mutations d'enseignants, il y a à peu près une centaine de milliers d'enseignants, peut-être la moitié qui veulent changer d'établissement tous les ans. C'est un calcul incroyable. Et personne ne sait comment ça marche. C'est un peu embêtant. Fun fact, c'est qu'il y a une mathématicienne doctorante qui a travaillé pour améliorer l'algorithme de calcul des mutations.
Et elle a obtenu une amélioration de 30% des satisfactions des vœux des divers enseignants. C'est une doctorante post-bac. Si on compte tous les développeurs open source du monde, alors de France, parce qu'ils ne vont pas faire tous travailler sur la mutation des enseignants français, mais en tout cas, si on a toutes les bonnes volontés de développeurs, on pourrait arriver à quelque chose, je pense, d'assez intéressant. Dernière citation que je vais vous montrer, c'est une citation de Bill Sharrow. Je ne sais pas comment on dit, mais il est canadien, donc peut-être qu'on peut dire Sorour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bill. Il a écrit, je crois que c'était l'année dernière, un long billet qui décrivait un logiciel qu'il a fait, un site qu'il avait développé il y a 10 ans. Et là, il se lâche, il explique ce qu'il a développé. C'était un quiz pour un labo pharmaceutique où, en fait, peu importe ce qu'on répondait au quiz, eh bien, ça disait prends tel médicament. Voilà. Super. Parce que le but était de vendre ce médicament, évidemment, et c'était à destination des adolescentes canadiennes, du coup. Il s'est trouvé que parmi les effets secondaires de ce médicament, il y avait des dépressions sévères et des envies de suicide. Et une femme s'est suicidée, en l'occurrence, et il a appris ça juste au moment où il a sorti son site. Et il s'est demandé à quel point, finalement, il a participé à ça. Sans doute rien, mais ça lui a fait quelque chose de super... un mal-être assez conséquent. Il a démissionné quelques mois après. Et il termine son article en disant ça. Il disait nous, en tant que développeurs, on est souvent la dernière ligne de défense contre des pratiques qui peuvent être non éthiques ou illégales. Si nous, on ne le fait pas, c'est sûr que personne ne va le faire. Et c'est fini pour moi. Je vous remercie. Du coup, il y a pas mal de temps pour un petit débat, des questions, si vous êtes partant. J'ai allumé le micro, donc allons-y. Merci. Juste une petite question. À l'inverse, d'un point de vue éthique, quand on est dans une entreprise, développer, avoir une atteinte à la vie privée des utilisateurs finaux, ok. Mais à l'inverse, quand on développe une application pour une entreprise où tous les collaborateurs vont être rentrés dans le logiciel sans avoir à donner leur avis, parce qu'avec leurs données personnelles. Oui, c'est un peu le cas du B2B. C'est-à-dire que si globalement, je sais pas, moi j'ai fait un site de gestion e-commerce B2B, donc les utilisateurs qui viennent sur ce site-là, ils ont grosso modo pas le choix, on leur demande de passer leurs commandes sur cette plateforme. En fait, ils ont signé un contrat à un moment donné avec le fournisseur de services, et dans le contrat devra figurer, ce qu'on a dit là, quelles données sont collectées, combien de temps elles sont conservées, parce que si vous signez un contrat, ok, d'accord, je veux bien acheter tes chaussures, mais bon, le contrat, il va durer quoi, 1 an, 2 ans, peut-être tes chaussures, elles se vendent pas, je sais pas. Bref, je vais pas re-signer de contrat au bout d'un moment. Donc je n'existe plus en tant que client, mais mes données sont encore là. J'ai envie de savoir si tu vas les supprimer. Donc l'employeur va prendre la décision à la place du collaborateur. Il va pas. T'es obligé pour le coup de consentir, parce que sinon tu peux pas acheter des chaussures, quoi. Mais si par exemple c'est une appli, une CRM ou je ne sais pas, où on met tous nos commerciaux dedans et l'entreprise. Il faut leur demander leur consentement. En interne, ça fonctionne aussi comme ça. Il y a des données que vous êtes obligé d'avoir. Quand on fait du e-commerce, demander une adresse, demander un numéro de téléphone, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas refuser sinon vous ne serez pas livré en fait. D'autres questions ? Ah, gentil, merci. Vous n'avez pas de questions ? Ah si, quand même. Ouais, trop cool. J'en veux un qui me dise ça, parce qu'en général, on a toujours un qui n'a pas de questions et juste il a un truc à dire. Là, je dis toujours comme si j'étais de conférence expérimentée. C'est ma 2e conférence. Le mec, comment il se répète ? Ouais. Oui, tu disais tout à l'heure que le consentement ne doit pas être fait sous la pression de si tu ne consens pas, tu ne peux pas accéder au service que j'offre. Oui. Typiquement, quand on télécharge une appli sur Android ou sur n'importe quel autre store, on nous dit la liste des autorisations auxquelles il va falloir que l'on consente. Oui. Mais actuellement, soit on dit OK,
soit on dit pas OK. Et si on dit pas OK, on ne peut pas utiliser l'application. Oui. Alors effectivement, il y a des données. Il y a des données, comme tu parlais tout à l'heure pour la musique, il y a certaines données qui sont nécessaires. Mais je vais reprendre le cas de Google avec son lecteur vidéo, son appli pour lire des vidéos qui, en mai dernier, je crois, ou en juin, m'a dit la dernière mise à jour, si tu veux la mettre, il me faut accéder à tes contacts, il me faut accéder à ton micro, il me faut accéder à ça, à ça. Moi, je voulais juste regarder des vidéos. Je n'avais pas besoin de donner toutes ces informations. Or, est-ce que donc dans l'avenir, Google sera tenu de... Enfin, est-ce qu'on sera tenu d'avoir deux niveaux, le niveau d'autorisation requis et le niveau d'autorisation optionnelle? Je pense que c'est ce qu'ils vont être obligés de faire, effectivement. La GDPR dit ça, grosso modo. Il y a des données que tu dois obligatoirement consentir parce qu'elles sont légitimes pour fournir le service et obligatoires pour fournir le service, et toutes les autres doivent être optionnelles. Pour compléter, je ne sais pas si tu as vu, mais la gestion des permissions a été revue Ouais, dans les dernières versions. c'est ce que... Il te demande la permission que lorsqu'il va utiliser ta caméra. C'est ça. Donc si tu n'utilises pas la caméra, tu peux regarder des vidéos sans avoir besoin de... Je pense que c'est pour ça, ouais, dans les dernières versions d'Android, on a ça de plus en plus, un niveau assez fin de demande de permission. Et je pense que globalement, c'est ce qu'on devrait avoir sur le web. On devrait pouvoir dire, ouais, je veux pas te donner mon adresse, mon numéro de téléphone, mais je veux bien te donner ceci. Et on va avoir comme ça, à un moment donné, l'autorisation d'utiliser ou non des données. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des données qu'on est obligé de collecter pour fournir un service légitime. C'est pas parce que vous autorisez une collecte que vous autorisez un traitement derrière. Il faut distinguer normalement votre registre, et vous devez être obligé de dire à vos internautes à quelles fins vont être utilisées certaines données. Et il y a des données qui vont être utilisées à plusieurs fins, et il faudrait presque donner un consentement pour chacun des traitements qui vont être faits avec. Mais je pense ça me paraît hyper compliqué de mettre ça en place. On va se finir avec un nombre de toggles dans un site. Tout le monde va dire cochez tout, et puis hop. Tu parlais tout à l'heure d'une communauté de dev éthique. Ouais. Est-ce que c'est une communauté que tu essaies de développer actuellement? Et comment est-ce qu'on peut t'aider? En fait, oui, effectivement. Alors, j'essaye de la construire pas réellement. En fait, je m'intéresse à ça. Il y a des initiatives déjà qui ont été mises en place. J'avais discuté avec un développeur de Bordeaux qui lui a vraiment lancé le projet d'ordre des développeurs pour de vrai, avec le code de déontologie et tout. Il s'appelle Jean-Baptiste Dussault, et il y a une association à Bordeaux qui s'est montée avec ce genre de questionnement. Et comment est-ce qu'on peut m'aider? Je ne sais pas, en fait. Pour moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver un moyen de mettre toutes les bonnes volontés au même endroit, qu'on ait une espèce de... une base de données dans laquelle je demanderai votre consentement, pour se dire, voilà, tous ces développeurs-là, ils sont intéressés par ça, et un jour, peut-être que si on monte quelque chose de vraiment intéressant, on pourra tous s'inscrire, tous être développeurs bio, je sais pas. En fait, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. Okay. Est-ce qu'il y a un fil Twitter, par exemple, qui traite du sujet? Alors, j'en ai trouvé plusieurs, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui agrège. Il faudrait que je vais essayer de faire peut-être un post sur mon blog qui agrège toutes ces questions et voilà, qui essaye d'aller un peu plus loin. Donc, pour l'instant, à part me suivre, je ne sais pas ce que je peux vous proposer. Et est-ce qu'à l'étranger, il y a ce genre de questionnement? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place aussi? Alors, Robert Martin, là, qui s'est posé ces questions-là, lui, déjà en 2014, effectivement, lui, il est très intéressé par ce genre de choses aussi. Quand on pose ce genre de questions, qu'on commence à bavarder, quand je bavarde avec des développeurs sur ce sujet, globalement, j'ai jamais vu de réaction négative, genre non, moi ça m'intéresse pas ton truc, ça me saoule les données personnelles. C'est plutôt ah ouais, ok, cool, bon, moi je peux pas t'aider, j'ai pas le temps, mais si jamais tu y arrives, je m'inscris, quoi. Donc je pense que dans le monde entier, ça sera pareil. Le problème avec l'éthique, c'est que elle peut être différente selon les cultures. Donc on va à un moment donné avoir du mal à trouver une éthique
commune, sans doute. Ou en tout cas, quelque chose de vraiment très généraliste. Genre, je ne fais pas de mal à un autre être humain, quoi. Une espèce de serment d'Hippocrate, je sais pas. Ouais. Micro. Tu connais un site qui répertorie un petit peu tous les arguments qu'on peut utiliser pour convaincre, en fait, par exemple, le client qui a envie de mettre 3000 champs dans son formulaire d'inscription pour justement lui dire, bah non, typiquement celui-là, on n'en a pas besoin parce que souvent, la vie privée, S'en fout. voilà, ouais, la vie est peu, vous pouvez pas, Bah, tu dis 4% du chiffre d'affaires. Ou 20 millions d'euros. En fait, selon la CNIL, alors pour être un peu plus précis, selon la CNIL, ils estiment qu'en 2020, il y aura, je crois, 60% des entreprises qui seront GDPR compliant, et qu'en 2023, on aura 90-99% des entreprises qui se seront vraiment mis, et pour le coup, qui ne mettront plus des champs comme ça. Après, des bonnes pratiques. Pour les formulaires, en fait, il y a plein d'études qui existent sur Internet qui montrent que tu as des taux de conversion. Plus tu as un nombre de champs réduit, moins tu as de champs et plus tu as un taux de conversion élevé. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et en fait, ces études-là, on en trouve tous les ans, elles sont refaites et on les trouve assez facilement. Taux de conversion formulaire, tu vas voir que la bonne pratique, c'est de ne pas en mettre. Oui. Oui. Donc, puisqu'on parlait de pognon, hein, à l'instant, tu avais un slide qui était plutôt intéressant. C'était sur le changement de business model, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des sites qui font de l'argent le font avec de la publicité. Oui. Et de la publicité, elle est valorisée, voilà, elle est valorisée par les données personnelles. Oui. Donc là, ils vont devoir forcément changer de modèle. Oui. Est-ce qu'on a une vision sur, donc tu l'évoquais déjà dans le site avec le premium et tout. Est-ce qu'on a une vision sur les différents, parce que j'espère qu'il y en aura plusieurs, les différents modèles qui vont émerger pour qu'on ne se retrouve pas tous à la rue l'année prochaine? Non, je pense pas que j'ai pas de vision. En fait, c'est assez flou en fait quand on commence à chercher la GDPR. Personne ne sait à quoi va ressembler le web à partir de mai 2018. Je pense que les entreprises vont être obligées de trouver des nouveaux modèles. En fait, la GDPR, elle est vue comme un moyen de créer des nouveaux modèles justement, et de faire émerger et de valoriser déjà la confiance dans tes utilisateurs, plein de choses comme ça, de valoriser différemment l'internaute. Et de plus juste miner comme un gros dégueulasse ses données personnelles, quoi. C'est une super réponse. Il y avait une petite question devant. Tu peux passer devant? Merci pour ta présentation. Merci. Je vais rebondir sur la question de mon voisin, à partir des grands formulaires. Ouais. Je me demandais s'il y avait pas un risque, parce qu'en fait il y a un peu deux possibilités pour implémenter le GDPR, et c'est demander moins de données, oui, d'une partie, et l'autre peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on continue à demander beaucoup de données et que en fait, le formulaire de consentement il soit énorme, comme ça on espère que l'utilisateur il va juste scroller en bas et faire accepter comme ça existe pour les terms of service. Tu peux. Ouais, tu peux, effectivement, ce risque existe. Tu peux. Après, l'idée de la GDPR, elle a été inventée pour regagner la confiance des internautes. Si tu fais ça, tu gagnes pas la confiance des internautes. Ils vont juste. Peut-être que même tu vas perdre des internautes. Ils vont dire, oh voilà, tu me demandes tout ça, mais j'ai pas envie de dire oui et je me casse. Donc c'est un vrai risque. Service qui serait plus raisonnable. Voilà. Il y a une espèce de concurrence. Je pense qu'il va y avoir une saine concurrence. J'espère en fait. On peut penser tout ce qu'on veut des régulations européennes, mais là, je pense qu'elles vont être appliquées et j'ai vraiment bon espoir qu'on ait un web un peu plus éthique à partir de l'année prochaine. Voilà. Merci. Bonjour. Je voulais savoir comment ça se passait, par exemple, pour les banques ou les assurances qui ont des espaces personnels pour leurs assurés, etc. Et où, en fait, ces personnes ont souscrit des contrats il y a potentiellement des dizaines d'années. Et du coup, comment ça se passait du coup, pour les informations personnelles qui étaient déjà collectées. Voilà. Mais il faut redemander consentement. Ok. Ouais.
La GDPR précise vraiment ça. À partir de l'entrée en vigueur, on considère que les gens ne vous ont pas donné de consentement, sauf si vous l'avez déjà demandé en fait. Si vous avez plus ou moins appliqué une sorte de GDPR avant et que vous avez vraiment un consentement clair et donc positif et optionnel, à ce moment-là, c'est bon. Sinon, vous êtes obligé de redemander. Alors peut-être qu'ils vont le faire, ils vont avoir une tolérance. En fait, la GDPR, ils vont sanctionner sans doute les grosses boîtes, parce que c'est aussi une régulation qui est là pour essayer de réguler un peu les grosses boîtes américaines, mais je pense qu'ils vont essayer de voir si vous faites quelque chose. À partir du moment où vous avez commencé quelque chose, à partir du mois de mai, vous avez nommé, je ne sais pas, un DPO, vous avez tenu un registre, vous avez commencé un travail, là ça va. Il y aura une tolérance, il y aura peut-être un warning, attention, il faut aller un peu plus loin. Bon, voilà. Mais montrez que vous faites quelque chose sur la GDPR. Oui, c'est pour parler aussi de la sous-traitance des données. Par exemple, moi je travaille dans les études marketing et d'opinion. Et donc on a des instituts qui peuvent nous demander de créer un questionnaire d'enquête et ensuite de leur donner les données. Et nous, on peut aussi sous-traiter parfois certaines choses. Donc est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu la sous-traitance Bien, en fait, si tu le sais à l'avance, c'est un peu ce qu'on avait dans la slide qui présentait la pop-up de consentement. Tu demandes le consentement donc, à l'utilisateur de collecter ces données et tu dis avec qui tu vas les partager. Donc la société de sous-traitance va obtenir les données et ton client final va obtenir les données. Enfin, en fait, ça va plutôt être le client final qui va dire toi, en tant qu'étude, tu vas récupérer aussi les données. Donc il faut un consentement, il faut lui dire je veux collecter tes données, elles seront partagées avec machin, machin, machin. Est-ce que le sous-traitant il doit vérifier que le client qui devait lui obtenir le consentement, est-ce qu'on doit vérifier? Normalement, oui. Ah oui, ça envoie la GDPR. Ça va être compliqué, c'est sûr, dans la mise en place. Pour certains business, je pense que ça va être plus compliqué que pour d'autres. Ouais. Typiquement, ça... C'est fini? La dernière question? Ok. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci. Ça fait du bien de voir ça. Moi j'ai une question sur la partie privacy by design. Okay. Comment on fait pour évaluer que la société, au moment où elle a demandé des données, elle s'est assurée en amont de la conception du site ou de l'application? Comment on fait pour s'assurer qu'elle l'a fait? Là, tu parles en tant que prestataire, on t'a demandé de faire un site et tu veux vérifier en amont que quelque chose s'est passé pour faire du privacy by design avant. Ouais, voilà, ou même que la GDPR évalue. En fait, pour le coup, là, dans ce que je crois comprendre, c'est pas vraiment ton problème. Celui qui va collecter la donnée, c'est pas toi. Toi, tu vas faire l'outil qui va permettre la collecte, mais les données appartiennent donc au client pour lequel tu fournis un service. Et donc, c'est eux qui doivent s'occuper de ça. Toi, tu peux, avec ton devoir de conseil, dire « Ok, attention, est-ce que vous avez bien pensé à ça ?» C'est ce que nous, on commence à faire au phare. On va voir nos clients. Attention, GDPR, elle arrive dans 6 mois. Là, peut-être que les sites qu'on fait aujourd'hui, il faut y penser. On n'est pas obligé de le faire aujourd'hui, mais voilà, on commence déjà à travailler un discours un peu pédagogique avec ça. À part un devoir de conseil, je vois pas trop ce que tu peux faire, parce que c'est pas toi qui risques les sanctions au final. Donc. Et j'avais une deuxième question. Désolé. On a vu une conférence juste avant sur le numérique dans l'hôpital. Ouais. Et du coup, c'est en plein dans le sujet. D'accord. Parce qu'en fait, comment on fait pour demander le consentement à quelqu'un qui n'est pas capable de le donner, quoi? Oui. Voilà. Je pense que là, tu as des responsables, il y a des tuteurs, enfin pas des tuteurs, mais c'est le même. Il me semble que c'est le même problème quand tu as un accident de la route et que est-ce qu'on te prélève tes organes ou non, bah, c'est ta famille, quelqu'un qui doit te donner cette réponse-là. Je pense que c'est... Et ça, aujourd'hui, j'imagine que c'est pas du tout en place, quoi. Parce que moi, on m'a jamais demandé un consentement quelconque en allant à l'hôpital, et je suis sûr pourtant qu'il y a... Mais c'est pour ça qu'en fait, pour le coup, je connais un peu ce milieu, parce que mes parents travaillent en hôpital, mais c'est pour ça qu'il faut partager toutes tes convictions et tes choix, il faut les partager avec tes proches. Le plus possible, vraiment toute ta famille doit savoir si oui ou non tu acceptes qu'on te prélève ceci ou cela, ou si tu le refuses en fait. Parce que maintenant par défaut ils te prélèvent, mais voilà, tu dois dire ça. Pareil qu'avec ce que tu acceptes un vaccin, une transfusion de sang, cette connerie. Si jamais tu n'es pas en capacité effectivement de répondre, il faut que quelqu'un puisse le faire à ta place.